Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 1er octobre. Au sommaire, une tempête au-delà du bénitier entre les collectifs pro-gays et lesbiens et la pastorale étudiante de Toulouse. Médecine, le dépistage du cancer du sein à Toulouse et en France. Et un site internet gouvernemental pour connaître les médicaments. Un long entretien avec Hubert Reeves. Et enfin, une invitée pour Cinespagne, Julie Thouin-Bousquier. Bonjour, vous êtes journaliste sur le site internet cinespagne.com. Hier soir, des assos comme ACT UP qui défendent la diversité sexuelle et les droits des séropositifs ont fait un happening sanglant devant l'église, la pastorale étudiante où se déroule en ce moment Open Church. Les collectifs lesbiens, gays et trans voulaient dénoncer les paroles homophobes en recrudescence depuis le mariage pour tous, un sujet de Jérôme Bollock. Voici l'objet du scandale, du faux sang déversé hier soir devant l'église Saint-Pierre des Chartreux. Un geste assumé et revendiqué par les organisations de défense de personnes homosexuelles. Le faux sang, c'est une violence symbolique. On n'agresse pas les personnes. C'est juste une violence symbolique, c'est pour rappeler qu'il y a des personnes homosexuelles en France et par le monde qui sont toujours attaquées, qui sont frappées, qui sont tuées que par leur orientation sexuelle. Et là, c'est pour rappeler quand même à ces gens-là aussi qu'ils tiennent des discours, ils tiennent des réunions. Donc le contenu de leurs réunions est homophobe, sexiste. Le débat sur le mariage gay, qui aurait dû durer un mois ou deux, pas plus, cette durée a permis à légitimer un peu cette parole. Pour Guy Molinier, la pastorale étudiante a largement contribué à l'organisation des manifs pour tous. Il dénonce également la venue hier d'associations comme Alliance Vita, clairement homophobe selon lui. Du côté des organisateurs du festival Open Church, c'est l'incompréhension. La soirée qui avait lieu hier n'avait rien à voir avec le débat qui a pu se passer il y a quelques mois. Parce qu'on a parlé de la dignité de la personne humaine, on a parlé de la paix, on a parlé de l'écologie. Les portes étaient ouvertes, on était prêt à accueillir un peu tout le monde. Là, c'était une conférence, donc on voit ces gars arriver et hurler. C'est un peu choquant. Ouais. On a une bande de 15 jeunes qui sont débarqués, masqués, et qui s'en sont pris à notre église. Et moi, je me sens touché, effectivement. Je pardonne à ces gens, parce que pour moi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour moi, il y a un manque de débat, il y a un manque de dialogue, et c'est ça ce qu'on veut créer. Et oui, je suis blessé. L'affaire est rapidement devenue politique. Le président des jeunes UMP s'est fendu d'un tweet où il traite les militants d'ACT UP de racailles, terme qu'il trouve même encore en deçà de la réalité. Oh, je pense que c'est pas assez fort, mais c'est faire un affront aux racailles. Je trouve que puis si on pas leur premier coup d'essai, moi on m'a traité ils m'ont mis mon portrait sur la place du Capitole en me traitant d'homophobe. Il y a eu plein d'actions, notamment à Paris où ils sont encore plus actifs qu'ici. C'est vraiment la plupart du temps des actions violentes ou en tout cas presque violentes, j'ai envie de dire. Cette personne-là, je pense qu'à un moment donné, on va s'expliquer directement avec lui. C'est-à-dire, il traite des racailles une association de personnes malades séropositives. Si c'est ça sa conception des choses, si c'est cela, cette personne qui a la volonté de venir au pouvoir à Toulouse, on peut se poser des questions quant à la mise en place de lois pour tous et toutes. Un nouveau thème de campagne, assurément. C'est aujourd'hui le lancement de l'opération Octobre Rose, une information sur le dépistage du cancer du sein. En Haute-Garonne, seulement 41% des femmes se font dépister, alors qu'au niveau national, on est à 55%. Les femmes participent-elles plus au dépistage dans les campagnes que dans les villes? Réponse d'Artus Albessard de Doc 31 au micro d'Alain Sorat. Eh bien, contrairement aux idées reçues, non. C'est dans le cœur des grosses villes, telles que Toulouse, que les femmes se font le moins dépister. C'est au cœur des grosses villes dans lesquelles il y a beaucoup de professionnels de santé, paradoxalement, que le dépistage organisé est le plus faible. C'est le cas à Toulouse, mais c'est aussi le cas à Paris et dans d'autres grandes villes de France. Le dépistage organisé par mammographie tous les 2 ans, eh bien, ça permet de diagnostiquer un cancer tôt. Quand on diagnostique une tumeur du sein à un stade très précoce, les chances de survie sont supérieures à 95% à 5 ans. Le dépistage du cancer du sein, c'est donc tout ce mois d'octobre dans Toulouse. Vous verrez cette affiche qui vous renseigne sur les différents événements liés à ce dépistage qui est très important, en tout cas pour les femmes. À partir d'aujourd'hui, le ministère de la Santé lance un site internet dédié aux médicaments et à leur connaissance. Une information médicale, une base de données publique et gratuite. Qu'en pensent les médecins? Réponse avec Marlène Canal qui allait voir un médecin.
Depuis aujourd'hui, une base de données libre et gratuite est en ligne à l'adresse médicaments.gouv.fr. Composition, prix, remboursement, tous ces éléments sur le médicament sont accessibles pour plus de transparence. Alors, pas de quoi calmer l'hypocondriaque qui sommeille en chacun de nous, mais un bon complément d'information selon ce médecin toulousain. C'est vrai qu'Internet a pris une place. Internet existe, mais nous préférons qu'un patient aille sur un site encadré par des gens qui savent faire, plutôt qu'un site où on ne sait pas qui donne l'information et à propos de quoi. Donc, à aller sur un site pour savoir qu'est-ce que je prends comme médicament, si tant est qu'on n'ait pas eu les informations par son médecin et par son pharmacien, à ce moment-là, on peut toujours aller sur ce site. Un pas de plus vers l'automédication, pas sûr pour ce médecin qui en appelle au bon comportement de chaque patient. Il existait déjà le Vidal du consommateur. Le problème de l'automédication, c'est vrai qu'on est tenté soi-même, j'ai une petite pharmacie à la maison, j'ai ce symptôme et je vais m'automédiquer. Si cette automédication est encadrée un petit peu par le pharmacien ou par le médecin, par un coup de téléphone, ça évitera des effets secondaires ou des mauvaises interactions. De la transparence pour lutter contre les médicaments contrefaits, mieux connaître leur composition, mais aussi, comme pour cette pilule, les dates de suspension, de retrait ou d'arrêt de commercialisation. Hubert Reeves a lancé le festival La Novella de Toulouse la semaine dernière. Cette manifestation liée à la culture scientifique se déroule jusqu'au 13 octobre. Sophie Voinis a rencontré l'astrophysicien. Première question, comprend-on mieux le fonctionnement de la Terre depuis la conquête spatiale ? Évidemment, ça a été une période extrêmement intéressante, extrêmement excitante. Le moment où on a commencé à voir la Terre à partir de nos instruments. Et cette vision extraordinaire a été complété par un très grand nombre d'avantages qu'on a rapidement pu évaluer. L'importance, par exemple, sur le plan de la déforestation, sur le plan de l'agriculture, sur le plan géologique. Beaucoup d'idées de formation géologique invisibles quand vous êtes sur la Terre ont été observées du ciel et a permis de développer très rapidement beaucoup de sciences, beaucoup de connaissances sur la tectonique des plaques. Et puis aussi, évidemment, d'utiliser ces techniques pour améliorer, pour optimiser le traitement. Par exemple, on a pu se rendre compte du fait que si certains engrais étaient nécessaires, alors qu'on en mettait partout, il y avait des régions où c'était inutile, on a pu optimiser toutes ces techniques pour l'agriculture et ça a joué. Et ça continue à avoir une grande importance sur le plan de la culture et tout cela. L'activité économique et le progrès sont-ils finalement conciliables avec la préservation de notre planète ? Je dirais que c'est un devoir de le concilier. Justement, on se rend compte aujourd'hui que nous gaspillons énormément de nos ressources naturelles, que nous arrivons au bout de nos réserves et qu'il faut maintenant, comme on dit, faire mieux avec moins. Souvent, quand on me demande si je suis pour la décroissance ou pour la croissance, je dis décroissance de quoi? Si c'est la décroissance des moyens utilisés, certainement. Si c'est la décroissance de l'optimisation du niveau de vie, de la qualité de la vie, non, on ne peut pas faire cela parce que nous avons quand même sur la Terre 1 ou 2 milliards de personnes qui sont en dessous des conditions de vie, qui sont dans des conditions invivables et c'est de notre devoir de continuer à améliorer les techniques qui permettent d'avoir une qualité de la vie, mais de l'avoir à des coûts moindres et surtout en utilisant moins de ressources naturelles. Donc le mot d'ordre, je dirais, c'est faire mieux avec moins. Les nouvelles technologies spatiales, comme par exemple le recyclage de l'eau dans la Station spatiale internationale, sont-elles des pistes intéressantes ? Je crois qu'effectivement, l'expérience des cosmonautes, qui sont eux soumis à une urgence absolue de ne pas gaspiller et de recycler, nous permettront d'aller plus loin dans cette grande tâche qui nous est montrée par la nature. La nature ne fait pas de déchets. C'est ça que nous découvrons aujourd'hui. Un de nos grands problèmes, c'est que nous faisons beaucoup de déchets. Ces déchets nous envahissent, nous encombrent, nous empoisonnent. Il faut viser vers ce qu'on appelle les économies circulaires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de déchets, tout est continuellement recyclé. Et sur ce plan, les cosmonautes qui vivent en orbite pendant longtemps nous ont appris beaucoup de choses sur les façons d'y arriver. Si l'on devait résumer votre dernier ouvrage en quelques mots. Quand on dit là où croît le péril, nous sommes dans cette situation, nous réchauffons la planète dangereusement,
nous acidifions la planète, nous polluons, nous avons vraiment une activité extrêmement négative sur la planète et cette activité a pour effet de nous retomber sur le dos, si on peut dire, puisqu'elle nous menace. Par exemple, quand nous éliminons les vers de terre, eh bien, on se rend compte maintenant que c'est une menace sur la fertilité des sols, sur l'oxygénation des sols, et qu'alors que nous avons une population qui est en croissance, nous diminuons les réserves naturelles pour alimenter cette population. Donc ça, c'est la première partie. Le péril croît. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui sauve, c'est-à-dire les éléments qui permettent de rencontrer ces difficultés, sont également en croissance. Depuis un peu plus d'un siècle et demi, il y a ce qu'on appelle le réveil vert, c'est-à-dire ce réveil qu'on trouve un peu partout dans la population humaine, qui a commencé en Californie avec les grands parcs nationaux, les grandes associations pour sauver la nature, que ces projets se développent et prennent de l'ampleur. Et les deux éléments sont présents. Le premier élément, pour être certain de ne pas essayer d'embellir la situation, vraiment d'évaluer la sévérité de la situation, mais le deuxième, pour ne pas tomber dans un pessimisme qui est de plus en plus présent en ce moment. On ne peut rien faire, c'est foutu, ça n'est pas vrai, il y a beaucoup de choses qui se font et il y a aussi aujourd'hui une croissance de ce qui sauve. Y voit-on plus clair sur le potentiel du TFC? 14e au championnat, de l'avis de l'entraîneur Alain Casanova, il manque des points. Les supporters, eux, sont plus indulgents. François Guinle a chaussé les crampons. Après 8 matchs, soit presque un quart de championnat, on y voit un peu plus clair sur la situation du TFC. 14e avec 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, l'équipe reste sur 2 succès encourageants lors de ses 3 dernières sorties. Les stats pointent cependant du doigt une attaque maigre avec 6 buts. C'est l'avant-dernière de Ligue 1. En ville, on n'est pas totalement séduit, mais les raisons d'y croire sont là. Déjà, il y a eu un début très poussif, avec des défaites qui auraient pu être évitées. Après, ils ont un effectif qui a sa place clairement dans les 10 premiers. Après, il faudra faire l'effort. Ils attaquent tous ensemble, défendent tous ensemble. Je crois qu'en plus, ils ont de bons buteurs, comme Ben Bassat. Au club, on travaille dans la sérénité avec un effectif presque au complet. 5 matchs sur 8 à l'extérieur pour débuter une saison avec Paris et Monaco, les favoris pour le titre au programme. Cela aide à relativiser. Pour autant, Alain Casanova ne se réfugie pas derrière ça. Il attend plus d'un groupe qui monte en puissance. Au niveau des résultats, on est en déficit de points. Je pense que on a un calendrier qui était difficile. On devrait avoir malgré tout 4-5 points de plus. On devient une équipe compétitive. Il faut être encore plus constant, encore plus régulier et puis gagner des matchs, prendre des points. Nice et Rennes au Stadium, entrecoupés d'un déplacement à Reims. Voilà le programme d'octobre pour les Toulousains, avec la possibilité de concrétiser un décollage espéré. Si l'Espagna, c'est du cinéma, nous verrons cela avec vous, Julie Twain-Bousquier, notre invitée, mais c'est aussi de l'image fixe avec une exposition photo du Toulousain Jean-Jacques Adair qui expose ses clichés des éditions précédentes jusqu'au 18 octobre à l'Institut Cervantes, et aussi de la peinture avec Perdoud qui montre son travail au sein de l'ESSAV face à la Cinémathèque. Cinespagna, ce n'est pas seulement du cinéma. À travers une exposition de peinture et de sculpture, Perdu, cet artiste catalan, raconte au moyen d'un symbolisme fort la guerre d'Espagne, sa dureté et ses épreuves. D'où ils venaient, c'était la lutte, la persécution, la répression. Donc ils ont passé la frontière pour ensuite venir chercher la vie, un échappatoire. La France comme porte de secours, mais surtout l'espoir d'une nouvelle vie. Après la guerre, le chaos, l'obscurité, après que les parents aient perdu leurs enfants, que ces enfants aient perdu leur mère, que tout est obscur, même si on n'y croit plus, il reste toujours une petite graine, et c'est celle d'une fleur. Et dans l'obscurité, cette fleur grandit et donne naissance à une autre fleur, et encore une autre. C'est le symbole que la vie continue. Perdu est exposé à l'École supérieure de l'audiovisuel jusqu'au 6 octobre. Perdute, mon mauvais accent espagnol m'a trompé. Bonjour Julie Twain-Bousquier, vous êtes de cinespagne.com. Alors c'est un site internet dédié uniquement au cinéma espagnol? Exactement, oui, on s'occupe de faire de couvrir le cinéma espagnol qui paraît en France. On s'occupe également des interviews quand il y a des festivals, ce genre de choses. Et puis on a également une catégorie dans laquelle on fait appel à des universitaires qui nous font des dossiers plus spécifiquement sur certains thèmes liés au cinéma espagnol. Voilà. Alors vous avez forcément un avis sur Cinespagna qui
qui est jusqu'au 6 octobre. Est-ce que c'est le meilleur du cinéma espagnol, Cine España? Tiens, un petit piège. Vous êtes libre, vous pouvez parler. Oui, je suis libre, oui. Et le meilleur du cinéma espagnol, oui, sans doute. On a quand même la chance d'avoir du cinéma de qualité et puis également des événements qui sont un petit peu exceptionnels avec des avant-premières. Ouais. Par exemple, cette année, on a eu Una pistola en cada mano, qui est quand même un événement dans le cinéma espagnol. Et puis on a aussi Les sorcières de Zugarra Mordi, le dernier. On va regarder un extrait, alors moi j'appelle ça Las Brujas, donc c'est-à-dire les sorcières. Exactement. Ça s'appellera Les sorcières quand ça sortira en France. On regarde un extrait et on revient vers vous. Uno soy un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño. Es el elegido. Tatiana, chaval, ¿tú estás loco? Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Aparte, señora! ¡Abre! Silvia, pardon. Alors voilà, c'est un film qui a l'air complètement déjanté. Là, on a vu de la VO pure et dure. C'est un ovni, ce film? Un ovni, non, c'est à la mesure de la filmographie d'Alex de la Iglesia, puisqu'on sait très bien qu'Alex de la Iglesia, il aime bien les personnages anormaux, les personnages atypiques, qui sortent un petit peu du chemin. Et puis là, en l'occurrence, c'est à nouveau des personnages anormaux. Alors ce sont deux braqueurs qui sont au chômage, en fait, et qui se disent que pour remplir un petit peu les caisses, ils vont braquer une banque. Malheureusement, ça dégénère, et puis ils échouent dans un petit village de Zugarra Mordi, donc. Malheureusement, dans ce village, il y a, semble-t-il, des choses un peu paranormales. Alors, Alex de la Iglesia, vous me disiez hors antenne qu'il était aussi connu qu'Almodovar en Espagne. Oui. Et en France, non? Et en France, peut-être un peu moins, mais quand même, je pense qu'il a une certaine notoriété. Il a acquis une certaine notoriété au fil des années. Il a fait un film qui s'appelait Crime à Oxford, je crois, avec Elijah Wood. Voilà, oui. 800 balles, Nos chers voisins. C'est ça, Nos chers voisins, oui. Et le dernier en date, c'était Un jour de chance, qui avait aussi été diffusé en avant-première à Cine España l'année dernière. D'accord. Son cinéma est attendu en Espagne, c'est-à-dire que chacun attend de la Iglesia son nouveau film avec impatience. Ah oui, quand même, oui. C'est un réalisateur qui va de pair avec Almodovar. D'ailleurs, ils ont commencé... Alex de la Iglesia a commencé grâce à Almodovar, il faut le savoir. Alors on va voir un film totalement différent maintenant, qui pourrait faire partie de l'ARSR, on va voir des images pendant que l'on parle. C'est un film totalement intimiste. Ce film a gagné des prix à Saint-Sébastien. Oui. Alors Saint-Sébastien, ça s'est terminé la semaine dernière. Il a gagné la Concha de Plata, donc pour le rôle qu'incarne Mariana Alvarez, c'est l'actrice principale. Et il a aussi gagné le prix spécial du jury. Voilà, alors la herida, ça veut dire quelque chose? C'est la blessure. Voilà. Et c'est à la mesure du film. C'est un film écorché vif. C'est-à-dire que c'est une femme qui est en perte de repères? Voilà, c'est une femme qui souffre d'une maladie, elle est borderline, et donc elle est d'une émotivité extrême, et ça peut se transformer en violence. Ça se transforme régulièrement en violence verbale et physique. Et donc elle a des difficultés à tisser des relations normales, on va dire, avec son entourage, et effectivement c'est un quotidien un petit peu difficile qui est transcrit vraiment de manière brillante par l'actrice Mariana Alvarez. Qui a gagné son prix donc. Alors là on va voir maintenant une chose assez étonnante, c'est Your Lost Memories, c'est pas un titre espagnol. Pas franchement, non. C'est très étrange parce que c'est un documentaire sur des films Super 8 retrouvés. C'est ça, oui. Alors en fait, c'est un documentaire qui va de pair avec un projet internet qui a été monté, donc le site existe vraiment, ça s'appelle yourlostmemories.com. Et en fait, ça invite les internautes à envoyer ou à chercher eux-mêmes qui apparaissent sur des films de famille, en fait, qui sont tournés en Super 8. Et le but, c'est de restituer ces films aux propriétaires originaux. Voilà. D'accord, ouais. Donc finalement, c'est un film transmédia, comme vous dites, c'est ça? C'est un film transmédia, exactement, oui, puisque en fait, c'est le projet qui est transmédia, puisqu'on a un site internet qui va de pair avec ce projet, donc, et le documentaire vient appuyer ce projet transmédia. Donc, voilà. Très bien, merci Julie Thoin-Bousquier. Donc si toute personne vous voit dans la cour de Cine España jusqu'au 6 octobre, vous dites je peux voir ce film, vous le conseillez, c'est ça à chaque fois? Oui, éventuellement. Vous êtes la mémoire du cinéma espagnol, en tout cas de l'actualité? Oui, peut-être. Très bien, merci. Merci. Au revoir. Demain, vous retrouverez le tandem Jérôme Bollock et Sophie Voinis.